Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis en train de voir le nombre de connexions qui augmente. Nous allons nous retrouver ce matin pour parler des enjeux de la présence des femmes, notamment de la présence de la diversité dans la tech. Alors, je vois que ça augmente. Merci pour toutes ces connexions. Je voudrais d'abord planter un peu le décor. Bienvenue pour ce quatrième webinaire Women Tech Power, organisé par l'association Connexio et qui est soutenu par la French Tech. Alors, je me présente, je m'appelle Colia Beignet, je suis élue municipale dans le 19e arrondissement de Paris. Avant de dérouler un petit peu les éléments de présentation, je voudrais quelques petites règles pour qu'on puisse bien s'entendre. Est-il possible que chacun puisse couper son micro, s'il vous plaît? Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà, pour qu'on n'ait plus aucun bruit de fond. Merci beaucoup. Alors, ce quatrième webinaire arrive à la fin d'une longue série qui a commencé l'an dernier. Le premier webinaire avait pour objectif de faire un état et un constat de la place des femmes dans la tech. Parce que oui, où sont les femmes, d'abord? Deuxièmement, il y a eu un webinaire qui avait pour objectif de définir les solutions, de surmonter les biais et d'encourager les femmes à aller dans les métiers de la tech. Et ça, ce deuxième webinaire s'est tenu en juin dernier. Puis un troisième qui avait pour objectif d'échanger sur les incidences de l'intelligence artificielle, sur le recrutement et sur les bonnes pratiques à mettre en place pour qu'il y ait encore plus d'égalité dans le monde de la tech. Et ça, c'était en septembre dernier. Alors, je suppose que certains qui sont connectés en ligne étaient déjà présents. Donc, nous vous remercions pour votre fidélité. Ce que je voudrais dire également, alors ce serait peut-être quelques chiffres, et je pense que c'est important de les avoir en tête. Premièrement, l'on sait que dans le monde professionnel de manière générale, il y a une différence, une inégalité salariale dans l'Union européenne de l'ordre de 15% entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire qu'à job égal, à compétence égale, les femmes sont payées 15% que les hommes. Alors moi, il va falloir qu'on m'explique pourquoi. D'accord ? Il va falloir qu'on m'explique quels sont les mécanismes qui font que je serai moins payée à hauteur de 15% que mon collègue qui a fait les mêmes études et qui a les mêmes compétences. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour pouvoir un peu échanger sur ces questions-là. Et puis, deuxième point, il faut savoir que dans le milieu de la tech, une femme sur deux quitte ce milieu juste après ses 35 ans. Alors pourquoi ? On peut imaginer qu'il y a la question de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, mais est-ce que le milieu professionnel est adapté à la poursuite de carrière pour des femmes qui sont engagées, qui veulent aussi mener de front plusieurs batailles, qui ont plusieurs engagements qui soient extra-professionnels? Peut-on continuer à faire des réunions après 18 heures, comme il existe encore, et notamment dans le monde des startups qui est très particulier, puisqu'en fait, ça demande un engagement constant, ça demande une énergie permanente. Comment fait-on pour respecter tout cela? Alors, je voudrais présenter très rapidement nos interlocuteurs d'aujourd'hui. D'abord, je tenais à les remercier pour leur présence, les féliciter pour leur parcours professionnel qui sont absolument incroyables, hein, vous allez voir. Je pense que vous allez vous délecter comme moi de leurs interventions. Alors d'abord, je voudrais vous présenter Stéphanie Gâteau, qui est fondatrice de Andy Road, qui est une start-up qui a été créée à Bordeaux en 2018 et qui a été récompensée à plusieurs reprises par les trophées liés à la diversité et l'inclusion au niveau national et international. Alors, chère Stéphanie, qui est atteinte de plusieurs handicaps, et je suis particulièrement impressionnée par ce parcours qui, comme vous le savez, nous avons
un monde qui n'est que très peu adapté aux personnes qui sont porteurs de plusieurs handicaps. Ça leur demande de se battre encore plus fort. Et quand on voit la réussite de Stéphanie, nous ne pouvons qu'être impressionnés. Donc, merci beaucoup, Stéphanie, pour votre présence. Ensuite, monsieur Éric Lallier, qui est PDG de Lenovo France. Merci à vous. Alors, la carrière d'Éric, c'est là depuis déjà maintenant une trentaine d'années. Lenovo France, je pense que vous connaissez quasiment toutes et tous, hein, puisque nous avons généralement des ordinateurs d'entreprise qui sont Lenovo. Mais il y a aussi des solutions qui sont mobiles, des objets connectés, des solutions d'infrastructure, de services. Lenovo France a une appétence particulière sur les questions de la diversité et de l'inclusion. Nous allons entendre Éric à ce sujet. Merci beaucoup, Éric, pour votre présence. Madame Maëlys Staub, chère Maëlys, qui est ici aujourd'hui avec sa casquette de membre du comité exécutif de Numéum. Alors, pour les initiés, hein, vous savez que c'est l'équivalent du MENEF du numérique, donc une casquette syndicale. Et pour ces questions professionnelles que nous avons aujourd'hui, c'est extrêmement important de parler de dialogue social. C'est extrêmement important de savoir qui nous représente et qui s'assure que nos conditions de travail soient respectées et soient plus inclusives. Merci beaucoup, chère Maëlys. Et Émilie, Madame Émilie Maria, qui sera notre grand témoin. Merci beaucoup pour votre présence, puisque Émilie est le concentré de toutes nos discussions. Elle va pouvoir nous expliquer un petit peu comment on construit une carrière dans cette époque où les temps changent, où lorsqu'effectivement, il y a quelques années, on parlait d'inclusion, les gens étaient un peu dubitatifs. Et en fait, on voit à présent, dans le monde de la tech, un environnement qui est changeant. Mais changeant parce qu'en fait, il y a des acteurs à l'intérieur qui souhaitent que ça change. Émilie mène une carrière professionnelle qui est brillante et va pouvoir nous dire, et notamment extrêmement technique, dans le domaine de l'énergie, de la rénovation, rénovation énergétique, veuillez m'excuser, et qui va pouvoir nous expliquer comment on allie les sciences, la tech. C'est un modèle à suivre. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, Émilie. Alors, nous allons commencer par quelques présentations. Alors, effectivement, je viens de donner quelques éléments. On va voir une première question. Chers intervenants, je voudrais savoir quel est le chiffre, quelle est la donnée qui vous interpelle le plus lorsque l'on parle d'inclusion, lorsque l'on parle de diversité. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vouloir sortir d'un constat qui est partagé et qui montre bien que souvent ça ne fonctionne pas et qui prouve également qu'il y a une trop faible place des femmes dans la tech, des personnes qui portent de plusieurs handicaps. Voilà, je voudrais avoir un peu votre avis et qu'est-ce qui vous anime dans ce combat et dans ce travail pour plus d'inclusion. Alors, je voudrais d'abord Stéphanie, s'il vous plaît. Alors, merci effectivement de pointer du doigt plusieurs critères, malheureusement, et plusieurs obstacles qui font des freins à l'inclusion, quel qu'on soit, et voilà, quels que soient nos talents. Moi, je vais parler en tant à la fois que femme, que fondatrice dans la tech et que personne en situation de handicap. Pour que les choses soient claires pendant le live, j'essaie, entre guillemets, 3 casquettes. Alors, on pourrait dire aussi que c'est une triple discrimination, du coup, ce qui est vraiment gravissime. Et les quelques infos que je voudrais pointer du doigt, par exemple, pour les fondatrices, dans la tech, 98,1% des femmes fondatrices ne trouvent pas de financement à leur projet. Comment est-ce qu'on peut expliquer à l'heure actuelle en France qu'en 2024, on soit quasiment au chiffre 0 pour permettre à une femme dans la tech de trouver du financement et un parcours de soutien pour ses projets. Donc ça, c'est quand même quelque chose en termes de chiffres qui est juste aberrant. La deuxième chose, c'est que le haut commissaire à l'égalité a pointé du doigt que la tech était l'univers le plus discriminant à la fois en termes de comportement, mais aussi de production d'outils qui ne sont pas, en termes d'usage, faits
sur la partie conception universelle, par exemple, qui n'est absolument pas respectée. La troisième chose, c'est que si je prends que le volet du handicap, à l'heure actuelle, en France, aucun programme d'accompagnement dans la tech et aucun incubateur ou pépinière n'est 100% accessible. C'est-à-dire à la fois à cause des outils qu'ils utilisent qui sont discriminants. Je prends l'exemple, par exemple, d'une visio. S'il n'y a pas de sous-titrage pour les personnes malentendantes comme moi et qui n'ont pas la chance de savoir lire sur les lèvres, elles ne peuvent pas participer au programme d'accompagnement. L'accessibilité physique, qu'on ait en France aucun incubateur qui soit accessible à tous, ne serait-ce que physiquement, on est juste sur une aberration. Donc, je suis désolée parce que c'est des chiffres dramatiques et en même temps, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face et c'est pour ça que ce genre d'intervention est importante parce qu'il y a un silence assourdissant sur toutes les discriminations, voire les violences qui ont lieu dans la tech et qui font qu'on a une absence de représentativité. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, effectivement, ces chiffres ne sont pas du tout réjouissants, mais précisément, nous allons être là pour pouvoir en discuter et nous avons tous le même objectif qui est de faire avancer ce monde. Alors, peut-être que Eric va pouvoir aussi nous donner quelques éclairages. Eric, c'est à vous. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui me tient à cœur, déjà personnellement et aussi professionnellement. Pour réagir à la question que vous posiez, Colia, sur un chiffre que je n'aime pas du tout entendre, et il était mentionné aussi dans la préparation qu'on avait pour ce webcast de ce matin, qui est l'année 2070, date à laquelle, si les actions se mettent en place et ainsi de suite, les objectifs seront accomplis. J'ai horreur de ce chiffre, déjà parce qu'en 2070, malheureusement, je pense que je ne serai plus là, et qu'aujourd'hui, on est en 2024, on ne va pas attendre 46 ans pour atteindre nos objectifs. Donc, c'est évidemment l'affaire de toutes, l'affaire de tous, pour que la diversité et l'inclusion soient au cœur de nos entreprises, comme elle est au cœur de la société aujourd'hui. Et évidemment, ne pas attendre 2070 pour que ce soit atteint. Moi, j'ai donné pour objectif, alors je l'avais donné pour 2023, on n'y est pas arrivé, mais j'aime bien donner des objectifs extrêmement ambitieux dans l'entreprise dans laquelle nous sommes, en tout cas pour la filiale française, parce que même si on n'y arrive pas, on progresse. Voilà, pour répondre précisément à la question que vous me posiez, Pauline. Merci beaucoup. Alors effectivement, pour nos auditeurs, le chiffre complet, c'est nous atteindrons dans le monde professionnel égalité femmes-hommes qu'en 2070, ce qui est absolument effrayant. Merci beaucoup, Eric. Chère Maëlys, nous avons besoin de votre éclairage. Dites-nous, qu'est-ce qui vous anime ? Moi, c'est en 2016 que je suis tombée de ma chaise en découvrant les stats du taux de féminisation dans les écoles tech et particulièrement d'ingénieurs. Je pensais naïvement qu'on est arrivé à plus d'un tiers, voire 40%. Et malheureusement, c'est moins de 20%. Et malheureusement, ça régresse. Et triplement malheureusement, la France est en retard et parmi les plus mauvais élèves de toute l'Europe. Donc, on comprend que derrière, il y a évidemment un enjeu sociétal, et moi je pense notamment à l'IA générative. Moins de 10% de femmes travaillent dans l'IA générative, et donc on comprend quels sont les dangers qui sont devant nous, mais en fait déjà aujourd'hui, avec tous les stéréotypes que génère l'IA générative, l'IA que j'utilise moi au quotidien, ça me rend ultra productive. Donc c'est pas du tout une critique, c'est l'IA générative est le miroir de notre société et donc il y a un grand danger. Et puis par ailleurs, en tant qu'administratrice et membre du COMEX de Numéum, pour nos entreprises, il y a également un enjeu de performance. Et on sait bien que plus les équipes ont de la diversité, plus elles sont performantes. Et par ailleurs, on est le secteur d'activité qui connaît la plus forte tension dans les recrutements. Et donc, on est en train de se priver d'un vivier de talents énorme.
Tout à fait. Merci beaucoup, Maëlys. Et avec vous aussi, je découvre quelques chiffres. Alors justement, je vais continuer à vous poser une question. Lorsque l'on porte des valeurs syndicales, il y a la preuve par l'exemple. Quels sont les enjeux que vous identifiez dans le monde de la tech en tant que représentante syndicale? Alors là, on a fait un constat, on a parlé de quelques chiffres qui nous ont interpellés, mais quels sont les enjeux finalement? Comment ça se traduit au quotidien? Alors, au quotidien, ça se traduit essentiellement dans le recrutement. Les entreprises qui sont adhérentes de Numéum et de toutes les façons, toutes les entreprises dans le numérique, et aujourd'hui, au final, le numérique étant le socle de notre économie, toutes les industries sont évidemment concernées par le numérique et ont au sein de leurs équipes des collaborateurs techniques. Et donc, le premier obstacle, le gros premier obstacle, c'est le recrutement. Le recrutement, il manque des dizaines de milliers d'ingénieurs tous les ans en France. Et donc, on est face à un problème économique majeur. Et puis, comme je l'ai précisé tout à l'heure, évidemment sociétal. Merci beaucoup. Merci de le signaler. Alors, vous le voyez, hein, je prends des notes parce que je pense que c'est extrêmement essentiel pour nous tous de pouvoir ensuite se redire un petit peu quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face, et vous, en tant que représentante d'adhérents, aussi, qu'est-ce que vous entendez, quelles sont les remontées, et ensuite, quelles sont les implications dans le domaine économique. Et précisément, cher Eric, je voudrais enchaîner avec vous. J'ai ouï dire que Lenovo était extrêmement impliqué sur les enjeux d'égalité et portait certains programmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, oui. Déjà, c'est quelque chose qui existe depuis que Lenovo existe. Hein. Ça fait maintenant plus de 20 ans où il y a eu plusieurs initiatives à l'origine, parce que déjà, pour une entreprise, je pense qu'il faut que ça fasse partie des valeurs de l'entreprise. Et ça fait partie des valeurs de l'entreprise où l'on parle de diversité, où l'on parle d'inclusion, quels que soient les sujets. Faire partie des valeurs de l'entreprise, il faut qu'elles soient partagées par, je peux l'appeler comme ça, l'état-major de l'entreprise, par le management de l'entreprise, jusqu'à l'ensemble des collaborateurs. Et lorsque l'on a dit ça, une manière de le mettre en place, c'est de créer soit un groupe de travail, soit un réseau, soit une entité. Et il y a 20 ans, il y a un groupe qui s'est créé au sein de Lenovo, qui s'appelait WIL, Women in Lenovo Leadership, pour justement favoriser, alors c'était il y a 20 ans, hein, pour favoriser la diversité, créer un environnement dans lequel les femmes pouvaient se retrouver pour être attractifs, parce que ça fait partie également des activités qui existaient ou qui existent encore chez Lenovo, évidemment, mais vraiment de créer un réseau pour que tout le monde s'y sente bien, tout le monde puisse partager. Et ce n'est pas un réseau qui était exclusif aux femmes, hein. Il était également inclusif aux hommes, parce que la diversité marche aussi dans les deux sens. Et ça, c'était il y a 20 ans. Et ce réseau existe évidemment toujours au sein de Lenovo France et Lenovo International. On a enlevé le dernier L, donc c'est Women in Lenovo, d'ordre général, parce qu'il concerne l'ensemble des catégories de collaborateurs, qu'ils soient collaborateurs individuels jusqu'aux fonctions avec les plus hautes responsabilités. Et le fait de créer ce réseau a permis d'avoir une activité interne, de développer également un certain nombre d'initiatives locales avec la participation de bénévoles. Et ça, c'est extrêmement positif au sein de Lenovo France. Ce groupe international WIL s'est transformé en Lenovo Hall pour travailler sur la diversité, travailler sur l'inclusion au sein de Lenovo en France. Et ça fait
une bonne quinzaine d'années que ce Lenovo Hall existe également en France. Et ça permet, à l'intérieur de l'entreprise, de traiter tous les sujets concernant la diversité et l'inclusion, et d'impliquer évidemment le management, moi-même, sur des activités en interne et également en externe. Et puis, ce réseau interne permet également de bénéficier de connexions à l'extérieur. On parlera, je pense, après dans les discussions d'autres réseaux actifs comme le Cercle Interrel, comme ToGap, comme Connexio, comme l'ensemble Numéum, par exemple. Et la liste, évidemment, n'est pas exhaustive. Et de bénéficier d'intelligence collective, de participation et de faire en sorte que toutes ces connexions puissent exister et que ça en soit également bénéfique au sein de Lenovo. Donc, toute cette communication est faite en interne. Elle fait partie vraiment des valeurs de chacun d'entre nous chez Lenovo, ou en tout cas, j'y veille, et l'ensemble de la structure de management y veille parce que c'est extrêmement important. Et ça nous donne également une visibilité à l'extérieur en termes d'attractivité, parce que ça fait partie des critères ou en tout cas des points qu'on doit discuter aussi ensemble, comment on se rend attractif pour l'ensemble des femmes et pour l'ensemble des gens qui font partie qui doivent être inclus dans notre compagnie. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est un programme qui a l'air extrêmement ambitieux. Je pense que nous allons revenir sur ce sujet. Je voudrais donner la parole à Madame Émilie Maria, puisque vous êtes notre grand témoin. Je vais avoir plein de questions pour vous. Je vais vous les donner toutes d'un coup. Et ensuite, vous allez pouvoir un peu nous dérouler, nous expliquer qui vous êtes exactement, pour pouvoir aussi nous expliquer comment vous incarnez ce travail, cette lutte au quotidien, à l'intérieur, peut-être à l'extérieur. Alors, je voudrais savoir quels sont vos éléments de parcours. Comment s'est faite votre orientation de la tech? Pourquoi vous avez choisi la tech? Pourquoi vous avez choisi un domaine extrêmement technique, la rénovation énergétique? Ça ne coule pas de source. Je voudrais savoir qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, intellectuellement, vous avez dit, mais moi, je vais faire des sciences, je vais faire de la tech, et c'est pour moi. Et puisqu'on a besoin d'avoir des témoignages forts, d'engagement, inspirés. Et je pense que c'est extrêmement important de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme et qui décide d'aller dans un milieu qui, comme on l'a rappelé juste avant, peut être assez défavorable. Et puis, je voudrais savoir également comment vous avez choisi votre entreprise et est-ce qu'il y a des éléments d'engagement en faveur de l'inclusion qui ont été peut-être déterminants pour le fait de l'avoir intégrée. C'est à vous. Merci. Alors, pour commencer, mon parcours, j'ai commencé par un bac STG, donc en ressources humaines, rien à voir avec le numérique. Et ensuite, moi, depuis toute jeune, j'étais attirée par les métiers de l'art, du design. Donc, j'ai commencé par un cursus en histoire de l'art. Ensuite, j'ai fait un deuxième bac en photographie, parce que je pratiquais sur mon temps personnel, la photographie. Et ensuite, je me suis orientée vers les métiers du graphisme, des arts graphiques. Et donc, moi, voilà, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, je faisais beaucoup de veille. Et voilà, j'ai vu cette montée, cet essor des applications. Voilà, que maintenant, elles sont incontournables dans notre quotidien. Et donc, j'ai commencé un cursus de 5 ans dans le numérique à Digital Campus Paris. Et donc, grâce à ce cursus, j'ai pu réaliser de l'alternance, et notamment chez EDF. Donc, j'ai fait 2 ans chez eux en tant que designer d'expérience utilisateur. Donc, je travaillais sur une application de suivi de consommation qui est utilisée par tous les clients au sein d'EDF. Donc, j'étais super contente d'avoir un impact sur un produit utilisé par des millions de Français, parce que voilà, EDF est incontournable dans le domaine de l'énergie. Et ça m'a aussi sensibilisée à travailler avec les métiers du numérique, les développeurs, les chefs de projet, etc., de travailler dans des méthodologies, on dit agiles, donc en cycle itératif. On va faire évoluer le produit au fur et à mesure. Et donc, j'ai aussi complété mon expérience en tant que consultante dans l'énergie par la suite. Et donc, ça fait sens avec mon parcours actuel chez Elio, qui est dans un secteur
connexes de l'énergie, donc la rénovation énergétique. J'ai une sensibilité écologique. Donc, moi, je veux donner du sens à mon métier de designer. Donc, j'ai été ravie, voilà, c'est par un concours de circonstances que j'ai pu avoir cette opportunité au sein d'Elio. Et donc, on travaille sur des thématiques de l'énergie. Donc, voilà, ça ne change pas de mon parcours. Il y a vraiment un fort lien. Et donc, voilà pourquoi j'ai choisi cette entreprise-là aussi. On m'a fait confiance dès le début. Voilà, il n'y avait pas forcément de poste. Donc ça, c'était, j'ai été vraiment trouvé ça waouh de me dire bon, il n'y a pas de poste, mais voilà, une opportunité s'est créée et il y avait un besoin. Donc je suis arrivée au bon moment, à l'instant T. Donc c'est franchement super ravie d'avoir rejoint Elio depuis 4 mois. Et donc voilà. Pour revenir aux autres questions, quelles étaient Alors oui, en plus, je sais que vous devez nous quitter dans quelques minutes. Peut-être Oui, que je peux recondenser toutes mes questions en une question, oui. qui serait: qu'est-ce que vous diriez à une petite fille qui voudrait s'engager dans la tech et dans les sciences pour qu'elle ne se mette aucune barrière? Oui. Il faut être curieuse, aller voir les gens, les acteurs, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai pu un peu pousser les portes, aller à des conférences, aller à des workshops et cetera. Être aussi actif sur, le numérique, donc LinkedIn, c'est un formidable outil. Donc voilà, on va affiner sa curiosité, lire de la documentation. Sur le design, on commence à rattraper notre retard par rapport, au marché, américain, anglophone. Mais voilà, on a beaucoup de choses à faire et on a beaucoup de thématiques qui sont en train d'émerger comme, l'accessibilité numérique, l'éco-conception aussi. Donc on a une spécialisation des métiers du design et donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On parlait aussi d'intelligence artificielle tout à l'heure. On a vraiment plein de métiers qui vont émerger et il faut vraiment être à la page, en veille constante, pour se tenir au courant, et saisir justement les bonnes opportunités au bon moment. Voilà. Eh bien, écoutez, Je peux merci continuer encore beaucoup. un peu, si besoin, hein, pour, s'il y a quelques questions, pas de souci. Hop là. Écoutez, c'est extrêmement clair. En tout cas, je suis extrêmement convaincue par cela. Et si je devais refaire un parcours de sciences, pour ma part, je le referais. Tellement inspirante. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, moi, j'aurais peut-être faire une sorte de mini-synthèse un petit peu de ces premières questions pour Stéphanie. Nous parlions tout à l'heure de programmes de soutien, de réseau. Vous avez évoqué le fait que 98% des femmes qui essayent d'avoir des financements n'ont pas de parcours de soutien. Que pensez-vous des programmes tels que Women in Lenovo, qui a été présenté par Eric? Que pensez-vous également des soutiens syndicaux que l'on pourrait obtenir, en tout cas de conseils professionnels, mais également, que pensez-vous des questions peut-être de mentorat? Moi, quand j'entends Madame Émilie Maria, j'ai envie qu'elle soit la mentor de jeunes femmes qui arrivent et qui voudraient arriver dans la tech, qui sont peut-être un peu perdues, et elles ont besoin d'avoir des témoignages inspirants. Qu'en pensez-vous, Stéphanie? Excusez-moi. Alors, moi, je vais avoir un discours un peu différent. Et j'espère que vous allez tous pouvoir me suivre et me comprendre. Alors, à la base, je fais du conseil en stratégie. Hein. Donc, je vais prendre ma casquette plus stratège que femme ou en situation de handicap. On peut indéfiniment stimuler et donner envie aux femmes, aux jeunes femmes de nous rejoindre, leur montrer à quel point cette révolution technologique sans précédent est une opportunité à saisir. Il y a plein de métiers, effectivement, en plus, qui vont être inventés au quotidien. On sait qu'en termes de potentiel et d'opportunités, d'ici 2030, donc c'est demain, hein, c'est dans 6 ans,
75% des métiers seront dans la tech. Pour les personnes, on va dire, ou les femmes qui sont en situation de handicap ou qui ont des maladies invalidantes ou même qui ont envie d'adapter, on va dire, leur rythme de vie à leur santé, parce que c'est un vrai sujet aussi dans la tech, c'est presque un monde parfait et à côté duquel on n'a pas le droit de ne pas, en tout cas, envisager y rentrer. Et je trouve ça très bien qu'on stimule, qu'on donne envie, qu'on témoigne, et c'est notre rôle de promouvoir à la fois l'entrepreneuriat féminin et la présence des femmes. Mais, et c'est là où mon discours est un peu complémentaire à tout ce que j'ai entendu, pour moi, c'est traiter le symptôme. On pourra être des milliers de femmes aux portes de la tech s'ils les portent à cause des obstacles, à cause des discriminations, à cause de l'image violente des réseaux, par exemple. Si on n'identifie pas les freins et qu'on ne les traite pas, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, si ceux qui sont responsables de ces discriminations, de ces biais, de ces, voilà, on parlait de l'IA, des biais des algorithmes, de l'absence de représentativité, etc., si on ne responsabilise pas la tech et qu'elle ne... je parlais des outils tout à l'heure. À quel moment les pépinières, les incubateurs, quand quelqu'un arrive pour dire « j'ai une solution numérique que je voudrais la développer », à quel moment personne ne lui dit « pensez à ne pas être discriminant ». Il n'y a aucun discours de ce type-là. Donc, moi, la problématique que j'ai par rapport à ça, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne traite pas la cause, on ne rend pas responsable, en tout cas, on ne dit pas à chacun « prenez vos responsabilités ». Et comme l'a très bien dit Eric, à quel moment on mesure dans nos solutions ou dans les boîtes tech l'impact des discriminations et des violences. On ne peut pas atteindre l'égalité, même intellectuellement parlant, si on ne traite pas l'inclusion et l'inclusivité pour arriver à la diversité. Donc parler d'égalité sans identifier, traiter, mesurer, mettre en place des actions correctrices, on aura beau stimuler les femmes et leur dire « venez, c'est génial », tant que les blocages et les freins existeront, quelque part, ça ne servira à rien. Donc, moi, je trouve ça important d'entendre des discours, on va dire, de constructeurs, de développeurs, et effectivement dire, on a compris le message, et nous aussi, on a quelque chose à faire, on a une posture différente à avoir dans la stratégie, dans nos plans d'action, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on met en place, comment on fait pour rendre nos outils moins discriminants, comment on fait pour changer la donne au niveau de l'IA, par exemple, et de la représentativité des femmes, on a dit 10%, à quel moment et quelles sont les mesures qui sont prises à l'heure actuelle pour corriger ça. Tout le monde le sait, il y a un silence malheureusement quasi absolu sur la problématique de l'égalité. Or, tant qu'on ne traite pas et qu'on ne responsabilise pas et qu'on ne s'engage pas concrètement et qu'on met en place une politique de lutte contre les violences et les discriminations, et qu'on n'érige pas, comme le disait Eric, la diversité comme valeur incontournable, en fait, on aura systématiquement le même problème. Donc, pour avoir une vision globale de la problématique, c'est important de donner des modèles, c'est important d'être peut-être inspirant pour certaines femmes et dire c'est possible, mais à un moment donné, ces leviers, ces obstacles, ces freins, il faut absolument les identifier et les corriger. Et la dernière chose qui est importante, et merci à Eric d'être présent, c'est qu'il faut comprendre que c'est ensemble qu'on doit construire une solution et corriger toutes ces problématiques. Ce n'est pas seulement les femmes, c'est bien d'avoir des clubs de femmes, c'est important, on est dans un cadre sécurisé pour échanger, pour réfléchir, pour se soutenir, s'entraider, mais il y a un moment donné où c'est du bon sens, comme à l'international, de dire on va co-construire cet écosystème tech qui ne doit pas être discriminant pour arriver à l'égalité. Donc la présence des hommes et la co-construction, pour moi, est indispensable. Or, on voit de plus en plus des espaces de femmes où on parle de la tech et il n'y a aucun homme qui est présent. Donc, on devient à une situation qui est juste aberrante, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Merci Stéphanie pour ce discours engagé. Et je vous rejoins. C'est effectivement la diversité, c'est politique. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir des micro-initiatives si le cadre général ne change pas. Mais moi, ce que j'entends également quand vous me parlez, moi j'ai l'impression que vous demandez des comptes à Eric. On veut savoir quels sont les résultats de ce programme qui est formidable. On a besoin de savoir s'il y a... Désolée, Eric, parce que
Ah, mais Dites-nous un petit peu, Eric, parce que vous veuillez m'excuser pour le jeu de mots, mais votre nom de famille est tout à fait approprié. Mais vous êtes un allié. Alors, Éric Lallier de la cause, voilà, exactement. Alors, quels sont les résultats que vous avez pu obtenir et comment ça s'illustre? Non, je partage évidemment ce que vient de dire Stéphanie, et vous avez raison de me demander des comptes, parce que c'est ce que l'on doit demander à tout dirigeant. On a eu beaucoup, et il y a toujours, et il faut qu'il y en ait encore, des discours d'intention, mais ça fait déjà un bon moment. Moi, ça fait un peu plus de 4 ans que je suis chez Lenovo, et au-delà du discours d'intention, il faut aussi de l'action. Et c'est ni plus ni moins, c'est pour ça que je réagissais sur le chiffre de l'année 2070, parce qu'on est dans le monde de l'entreprise, et dans le monde de l'entreprise, on a des objectifs, on a des KPIs, peu importe comment on les appelle, et ensuite, on regarde comment on progresse par rapport à nos objectifs. Et si chacune des entreprises, et c'est le cas, je pense, dans l'ensemble des grandes entreprises comme Lenovo ou d'autres, on a tous un plan, et un plan mérite une gouvernance et une réalisation. Et c'est pour ça qu'en aucun cas, ça attendra l'année 2070, parce que l'engagement de l'ensemble des sociétés dans lesquelles nous sommes, après, il y en a encore qui doivent se convertir, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient à se convertir, on est tous passés dans l'action plutôt que dans l'intention. Et je le disais en introduction, j'avais pour objectif en 2023 de faire en sorte que la parité soit réalisée au sein de Lenovo France. Alors, on démarrait à 60% d'hommes, 40% de femmes. On avait juste 10% à atteindre, mais on ne l'a pas fait. Mais on a beaucoup appris et on sait pourquoi on n'a pas progressé assez vite. Mais si je ne l'ai pas fait en 2023, si on ne l'a pas fait collectivement en 2023, on ne le fera peut-être pas tout à fait en 2024, mais en 2025, je pense qu'on y sera. Et il faut vraiment une gouvernance et un plan associé pour qu'il soit mis en œuvre. Et dès qu'on commence à parler de plan et de mise en œuvre, on partage, on apprend, on regarde ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas, on se trompe, et il faut se tromper, mais à chaque fois on progresse. Et je l'avais dit dans la dernière table ronde, ce n'est pas une phrase qui m'appartient, mais que j'aime beaucoup, c'est en l'absence de résultats, il faut noter les progrès réalisés. Et on en est effectivement là. Et puis après, il y a une autre partie là-dessus, et Colia, en tant qu'élu, vous le savez, il y a comment on légifère et comment on pousse pour que la parité soit atteinte. Et dans les conseils municipaux, la loi sur la parité en 2000 était vertueuse, je trouve, parce qu'il y a eu beaucoup d'exemples de réussite grâce à cette loi. Et on aime, on n'aime pas, mais je crois que la loi RIC5 qui arrive pour 2027 et 2030 pour faire en sorte que les femmes soient dans les comités de direction, en fait, est très bonne parce que c'est une contrainte nécessaire et ça fait progresser les résultats ou en tout cas la mise en place de la diversité. Et je vous rejoins sur le fait d'être un seul homme parmi la participation de ce matin. La diversité marche dans les deux sens. Et on n'y arrivera pas s'il n'y a que des femmes d'un côté ou que des hommes de l'autre. Donc, il y a des sociétés dans lesquelles il y a beaucoup de femmes qui doivent rejoindre ces sociétés. Et dans d'autres, c'est l'inverse aussi. Il y a des sociétés qui ont 70 ou 80% de femmes et qui manquent d'hommes. Mais c'est ensemble qu'on doit obtenir ces résultats. Très bien, merci beaucoup Eric. Alors effectivement, c'est vrai que moi veuillez m'excuser, je vais faire une petite incartade parce que je trouve que c'est vous m'inspirez là tous. Moi je viens du monde de la santé, d'accord. Le monde de la santé, notamment dans le domaine médical, très précisément, pendant très longtemps, c'était des métiers notamment qui étaient masculins pour tout ce qui était pour les médecins, par exemple. Et on observe depuis maintenant une quinzaine d'années quelque chose qui va un peu à rebours, où en fait, les promos d'étudiants en médecine, en fait, c'est 80% de femmes. Ce qui emmène de nouveaux challenges en se disant comment on fait effectivement pour faire un équilibre, parce que les charges mentales sont quand même encore très largement sur les épaules des femmes. Comment on s'assure que à la maison, quand une femme sort de garde, elle a l'occasion de se reposer, pour ensuite enchaîner à l'hôpital et ne faire que très peu d'erreurs sur son lieu de travail. Et on observe un changement de paradigme parce qu'en fait, il y a eu un plus grand nombre de femmes qui est arrivé dans le domaine médical. Et en fait, tout le monde a dû se poser cette question-là. Et je trouve que c'est extrêmement important de, entre guillemets, ouvrir les vannes pour qu'ensuite on puisse se dire, OK, il n'y a pas que du théorique,
c'est en pratique, et c'est parce qu'en fait, on est au pied du mur, qu'on doit trouver absolument des solutions rapidement. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, chère Maëlys. Vous nous avez écouté attentivement, et je sais que vous avez une vue d'ensemble de ce qui se passe chez vos adhérents. Quelles sont les pratiques, quelles sont les bonnes pratiques que vous voudriez peut-être nous partager? Et à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on peut se protéger les uns les autres? Quand je dis se protéger les uns les autres, c'est comment on peut s'assurer que, par exemple, vous, en tant que représentante syndicale, vous puissiez transférer, communiquer sur des bonnes pratiques protectrices pour que chacun puisse trouver sa place. Alors, donc ça fait un petit moment que j'étudie ce sujet parce que je ne le comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi les femmes sont absentes de la tech. C'est comme, encore une fois, je suis tombée de ma chaise quand je l'ai découvert. Donc, j'ai étudié pas mal ce sujet et au fur et à mesure, j'ai appris beaucoup d'études et d'analyses. Et une analyse de la part notamment de Cédric Villani et aussi quelqu'un que j'aimerais bien citer ici, qui s'appelle Isabelle Collet, qui est une chercheuse et qui prône, elle, une phrase que je trouve vraiment importante à avoir tous en tête. Cette phrase, c'est « Arrêtez de vouloir réparer les femmes, donc « Don't fix the women and fix the system ». Parce qu'on ne fait que entendre, et je rejoins absolument Stéphanie, les femmes n'osent pas, les femmes sont ceci, les femmes sont cela, les femmes n'osent pas négocier leur salaire, les femmes n'osent pas entreprendre, les femmes... En fait, il faut arrêter de stigmatiser ce que ne font pas les femmes et plutôt aller chercher la raison et le pourquoi. Pourquoi les femmes ne sont pas attirées par la tech, en France en particulier. Et donc, c'est ça que mentionne Eric, c'est que son entreprise qui met en place, ça sert à ça sert à avoir enfin des entreprises qui sont attractives et qui arrêtent notamment d'avoir des comportements assez sexistes. Et là, je ne pensais pas le dire il y a quelques mois encore, mais c'est vraiment en découvrant les 2 derniers rapports du HCE qui mentionnent notamment le cercle vicieux du sexisme dans la tech en France. Les chiffres sont assez abominables. Et en fait, il faudrait arrêter d'être dans le déni et de bien comprendre que oui, notre système et le système de la tech est sexiste. Et je ne pensais pas pouvoir le dire, je vous dis, il y a encore quelques mois. Mais en fait, on est tellement habitués, nous, les femmes, à avoir des obstacles plus compliqués, des remarques, que, en fait, quasiment, on se rend presque plus compte. Et donc, les entreprises qui ont compris ça, et qui veulent changer la donne, comme Lenovo et Jean-Christophe Morisseau, par exemple, précédemment, il était chez Red Hat. Il nous avait également témoigné de ce que fait ce type d'entreprise comme Lenovo, des pratiques qui sont réellement inclusives et qui ne sont pas que du pink washing. Qui systématiquement, par exemple, pour des congés maternité, vont pratiquer une augmentation de salaire. Alors que moi, typiquement, à chaque congé maternité, je n'ai jamais été augmentée et après ma progression salariale, c'est quasiment arrêté. Parce que, bah oui, charge familiale. Et en fait, en ayant ces pratiques, le double effet qui se coule, c'est que ce sont des entreprises qui attirent des jeunes talents de tout type. Parce qu'une entreprise qui déclare, mais surtout qui fait la preuve de son inclusivité, en fait, elle est gagnante sur tous les tableaux. Et ça, c'est important de montrer les bons exemples.
Et parmi les pratiques qu'il faut absolument intensifier, et là, à nouveau, je rejoins Stéphanie et Eric, c'est que les hommes prennent la parole sur le sujet. Que nous soyons de plus en plus entourés d'hommes convaincus et convaincants pour aller convaincre d'autres hommes qui ne sont pas encore suffisamment sensibilisés. Et alors certains hommes, notamment le recruteur IT de BNP Paribas, emploie le mot de déconstruit. En fait, il ne s'agit pas de stigmatiser dans le sens inverse les hommes, bien au contraire. Mais c'est de les emmener avec nous sur ces obstacles que nous, on vit depuis des décennies et leur faire comprendre que, par exemple, les quotas ou la discrimination positive, c'est absolument pas des gros mots, mais c'est nécessaire si on veut changer les choses, si on veut changer la donne. Et que précédemment, la discrimination positive, nous, on l'a toujours vécu. Quand on était en shortlist sur des postes à responsabilité, notamment, précédemment, c'était plutôt les hommes qui étaient sélectionnés, puisque nous, quand on a 30-35 ans, on est évidemment susceptible d'être en congé maternité. Donc, les congés parentaux règlent ce déséquilibre. Donc voilà, il y a toute une série de mesures à prendre lors du recrutement. Je pourrais en citer tout à l'heure, si vous voulez, Colia, lors du recrutement, et puis également pendant. Encore un autre exemple de bonne pratique là, qui peut paraître anecdotique, mais que j'ai trouvé vraiment sympa. Lors de l'afterwork la semaine dernière qu'on a fait justement sur cette thématique homme, femme, même idéal, on transforme ensemble. Et donc, on a eu la moitié des participants qui ont été des hommes et exprès, nous avons décidé qu'il y ait une majorité d'hommes speakers sur ce sujet et cet enjeu de la féminisation. Un des speakers nous a dit moi, j'ai instauré un système de carton rouge. Donc, dès qu'il y a un propos sexiste, déplacé, carton rouge. Et y compris pour moi-même. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je pourrais en parler encore, mais je pense qu'il faut laisser la parole. Alors, effectivement, le temps file. Alors, peut-être Alors, ce que l'on va faire pour notre audience, donc une dernière question pour vous trois. Puis, nous prendrons quelques questions du public avant une conclusion générale. Alors, nous parlions de cette fameuse échéance de 2070 qui nous terrorise tous et toutes. Je voudrais savoir, nous avons parlé effectivement, alors je vais essayer de reprendre un peu à tous vos propos, comment on change effectivement le cadre, puisque l'inclusion, la diversité doit être politique. Vous disiez tout à l'heure, Maëlys, à l'instant, que ce n'est pas une question tant de personnes que de systèmes. Donc ça, c'est une première chose. C'est également comment on crée des réseaux d'entraide, comment on est clair, comment on s'assure que les personnes autour de nous deviennent beaucoup plus conscients des réalités et des difficultés auxquelles les femmes peuvent faire face. Et je voudrais savoir, là, écoutez, je suis présidente de la République, tiens, voilà. Qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous pouvez me présenter comme levier pour accélérer le mouvement et pour ne pas attendre 2070, là, d'ici 5 ans? Allez, on se projette à 2029. Je veux qu'à la fin, on arrive à 2029 et qu'on puisse avoir une égalité, avoir plus de femmes dans la tech, beaucoup plus de diversité, s'assurer que les outils soient accessibles. Accessibles. Qu'est-ce que vous me présentez comme 3 types de leviers, ou peu ou plus, qui puissent être game changer, qui puissent être efficaces et qui puissent s'assurer qu'on puisse avoir des résultats le plus rapidement possible? Et s'il vous plaît, chers speakers, pouvez-vous avoir des réponses un tout petit peu plus concises, même si je sais que vous êtes passionnés par vos sujets et que c'est extrêmement intéressant. Stéphanie, c'est à vous.
Allez, go, merci. Alors, premièrement, je pense qu'au niveau de l'inclusion, on n'a pas le choix. La conception universelle doit être obligatoire. Alors, je sais que vous m'avez demandé d'être rapide, mais j'ai essayé de l'être. À titre d'exemple, Doctolib, c'est un site sur la santé qui a des personnes âgées malentendantes, qui a des personnes en situation de handicap comme moi, sourdes. Il n'y a pas de sous-titrage, on ne peut pas faire de visioconférence. À quel moment un groupe comme Doctolib, qui a les moyens financiers, qui a les moyens technologiques, ne rend pas son outil inclusif? Troisième site le plus utilisé en France. D'accord? Donc, c'est un exemple important. Donc, là, premièrement, conception universelle. Voilà. Construire pour tous et par tous, c'est-à-dire en termes de représentativité en amont sur la création des outils. La deuxième chose, créer un fonds dédié à la promotion des femmes dans la tech et à la formation des femmes dans la tech. Et quand je dis ça, c'est dans ce fonds-là, on doit voir réellement comment on co-construit, réunir tous les acteurs, même toutes les minorités, mais que l'inclusion soit plus une option, mais que la diversité devienne la norme. Et je pense que si on ne donne pas un gros coup d'accélérateur, un gros coup de levier, et je parle de ça parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de fonds en termes d'impact sur les femmes, et il n'y a pas de fonds sur le handicap. Ça n'existe pas. Tout le monde dit il y a des fonds impact, pas sur ces sujets-là. Or, c'est la cause de l'absence des femmes. Donc, à un moment donné, si on veut résoudre le problème, il faut s'y mettre. La dernière chose, c'est effectivement de dire comment est-ce qu'on lutte, et ça c'est au ministère en charge de toutes ces solutions, à quel moment on lutte contre les violences et les discriminations. Il y a un hébergeur que je ne citerai pas, qui est américain, mais dont l'entité en France, à l'heure actuelle, ces femmes m'ont contacté sur 10 femmes cadres, elles sont soit en dépression, soit en burn-out, à cause des 2 personnes mâles qui dirigent la société. À quel moment, en 2024, on peut admettre ce genre de choses? À quel moment, moi, si j'ai un projet dans la tech, on me dit, tu n'as que 1,7% de trouver des fonds. Personne n'y va. Donc, à un moment donné, il faut mettre les moyens financiers, législatifs, comme le disait très bien Eric, pour dire, vous vous rendez bien compte que là, on est en train, depuis tout à l'heure avec Maëlys, de dire que la tech est le secteur le plus discriminant, le plus violent. On n'est même pas en train de se justifier sur notre légitimité ou nos compétences. Ça, c'est un acquis pour tout le monde. On est obligé de se justifier en disant, par des arguments de diversité, d'augmentation de chiffre d'affaires, d'attraction des nouveaux talents, de dire, en fait, on a besoin de ça pour les femmes, alors qu'on ne devrait même pas avoir à justifier en disant, on doit faire partie du game. Donc, je pense que les 3 leviers importants, c'est effectivement lutter contre les violences et les discriminations, avoir des fonds dédiés pour avoir des formations suffisantes et pouvoir être attractif, et puis effectivement avoir cet engagement commun de dire, voilà, sans inclusion, sans inclusivité, on n'atteindra pas l'égalité. Merci beaucoup, Stéphanie. Eric, qu'en pensez-vous? Pour répondre à la question, je n'avais pas du tout imaginé ça comme ça, mais c'est pour reprendre les phrases célèbres de François Hollande dans son interview ou dans son combat, moi, président de la République. En fait, il y a 2 choses à faire, ou 3 choses à faire. La première, je ne serai jamais président de la République, mais si on veut que les choses soient mises en place et avancées, on a l'outil législatif, comme le dit très bien Stéphanie, qui est à disposition, et de dire, voilà ce qui doit être mis en place pour 2030. Et puis, ça donne un cadre, une direction pour tout le monde. On aime, on n'aime pas, mais après, on est obligé d'avancer dans ce sens-là. La deuxième chose que je fais, peut-être que c'est peut-être un peu plus personnel, mais je ne laisserai pas autant de dérives sur les réseaux sociaux qui polluent vraiment l'objectif ou la mise en place de beaucoup de choses et qui vraiment sont extrêmement négatifs en termes de communication. Et puis la troisième, qui est moyen-long terme, comme dans toute entreprise, c'est de transformer l'école, ou en tout cas d'être beaucoup plus intrusif ou directif, je ne sais pas quel est le bon mot, sur l'ensemble des écoles, parce que ça démarre dès le plus jeune âge, la diversité, l'inclusion, ou en tout cas vivre ensemble et accepter les uns les autres avec ces différences et en faire une force. Voilà. Vous croyez que je peux me présenter?
Oui, mais en fait, c'est moi qui disais que je voulais être présidente. Hein. Ah, d'accord. Je plaisante, bien sûr. Merci beaucoup, merci Eric. Chère Maëlys, à vous. Alors, Madame la Présidente, pour votre information ou pour votre rappel, il y a actuellement des actions qui existent et qui méritent d'être beaucoup plus soutenues. Je prends par exemple l'initiative Tech pour toutes qui a été lancée par Elisabeth Borne à Vivatech, qui est un travail mais phénoménal auquel enfin voilà, on était plus de 100 à y participer hein, et ça a été mené en mode task force de manière, je dois dire, extrêmement performante et assez même impressionnant. La performance de ce qu'on a pu produire tous ensemble et la manière dont ça a été organisé par la Fondation INRIA est vraiment remarquable. Et moi, j'apprends que finalement, il n'y a pas tant de budget que ça, qu'il y avait prévu plusieurs dizaines de millions d'euros et que je crois bien que le budget a été divisé par 3. Donc, c'est quand même terrible. On fait bosser des semaines et des semaines des gens bénévoles comme Eric, Stéphanie et moi pendant des heures. On produit quelque chose de remarquable avec vraiment des recommandations extrêmement claires et tout un collectif d'acteurs qui sont prêts à se mobiliser, à être sur le terrain partout en France, et on apprend que finalement, il n'y a quasiment plus de budget, enfin plus qu'un tiers du budget. Donc, Madame la Présidente, s'il vous plaît, redressez les bretelles, notamment de votre Premier ministre. Et puis ensuite, il y a les entreprises. Les entreprises, elles ont aussi un rôle, bien sûr, économique à jouer, mais un rôle sociétal à jouer. Et donc, nous, avec Numéum, on a réfléchi et on a regardé là où il y avait encore des trous dans la raquette. Parce qu'effectivement, il y a plein d'initiatives et qui sont performantes, encore une fois, hein, qui ont été notamment identifiées par Tech pour toutes, mais aussi par Femmes Numérique, qui est aujourd'hui présidée par Elisabeth Moreno depuis le mois de juin dernier. Mais nous, en tant que syndicat professionnel, patronal, on s'est dit, c'est quoi notre mission, c'est quoi notre rôle sur la féminisation ? En fait, c'est les entreprises qui doivent jouer aussi ce rôle. Et donc, j'aurais tendance à dire, les entreprises comme Lenovo, vraiment suivez cet exemple, et vous aussi, dirigeants, quelle que soit la taille de votre boîte, allez-y et mettez en place. Alors nous, ce qu'on propose chez Numéum, hein, c'est d'accompagner nos adhérents à recruter des femmes en reconversion. Et en fait, on leur dit, il faut faire le pari du marketing de l'offre. C'est à vous, dirigeants, de devenir attractifs. Il faut arrêter de dire, les femmes ne sont pas attirées. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les femmes aimeraient bien être attirées. Mais c'est à nous d'être, pour le coup, de faire un vrai marketing de fond. C'est à nous de devenir enfin attractifs. Voilà ce que je vous dirais, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Maëlys. Nous allons filer la blague. J'aime beaucoup, mais je ne voudrais pas m'attirer quelques problèmes. Merci beaucoup. Alors, peut-être quelques mots de conclusion déjà premièrement, pour vous remercier. Puis après, nous allons prendre quelques questions. Merci infiniment pour vos interventions. Alors, je vais tenter de faire une mini-conclusion avant de passer aux questions. J'ai envie de dire que tout est une question de point de vue. Parce que lorsqu'on regarde dans le monde, je veux savoir qui sont les minorités, en fait. Je pense que c'est important de se le dire. Quand on regarde à l'échelle de la planète, alors souvent, cela ne vous a pas échappé, je suis une jeune femme noire, et on m'explique que je suis une minorité. D'accord ? Où ça ? Où ? Et en fait, c'est cette question-là. C'est-à-dire que, est-ce que pour chaque endroit de la planète, on doit redéfinir qui est majorité, qui est minorité ? Ou alors, est-ce qu'on doit se dire et se simplifier la vie ? En fait, c'est pour tout le monde la même chose et tout le monde est soumis aux mêmes règles. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, cette question de point de vue,
j'ai envie de reprendre ce que vous avez dit, qui est une question de responsabilité collective. Il y a le côté théorique, il y a le côté systémique, il y a le côté, il y a sur ce qui se passe sur le terrain, il y a les bonnes pratiques, il y a les acteurs qui se mobilisent à titre individuel, qui se mobilisent dans des associations. Je pense notamment à Connexion, hein, qui organise ce séminaire, qui a un but social que vous connaissez toutes et tous, et qui est extrêmement utile dans ce domaine. C'est de se dire, qu'est-ce que je fais à mon niveau pour pouvoir atteindre ce but de l'égalité? Il faut que chacun puisse se poser la question. Si on ne se pose pas la question, ça veut dire qu'on échoue et on va échouer collectivement. Donc, je voudrais vraiment vous remercier pour toutes les bonnes pratiques que vous nous avez proposées ce matin, pour les chiffres également qui nous permettent de nous remettre et de remettre en conscience et de nous dire que le combat est loin d'être terminé, que la tech, c'est l'affaire de tous. Tout le monde utilise la tech. Tout le monde en a besoin dans son quotidien. Et donc, si tout le monde a besoin, cela doit être fait par tout le monde pour qu'il n'y ait aucun angle mort, pour que chacun puisse se sentir concerné. Et c'est comme en politique. Si on ne voit pas ce que l'on est, on ne se sent pas concerné. Donc, en tout cas, merci beaucoup Maëlys, merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup Eric. Nous allons passer à quelques questions si le temps le permet. Alors, je vais regarder ce qui se passe dans le chat et peut-être que les collègues de Connexion vont pouvoir me donner aussi quelques questions. Voilà, merci beaucoup Estelle. Alors, on a une première question d'Arnaud qui demande comment les hommes peuvent mieux contribuer à l'intégration de tous et toutes, notamment au sein des équipes de travail. D'accord, donc une première question sur l'intégration, pour une meilleure intégration par les hommes. Comment faire, voilà, contribuer les hommes. D'accord, on va prendre 3 questions et puis ensuite on va... Très bien. Actions concrètes, quelles actions concrètes mènent vos entreprises pour encourager l'inclusion? Une troisième question de la part d'une éducatrice qui demande pensez-vous qu'il soit nécessaire de sensibiliser les jeunes filles et de quelle manière, pardon. Quel est le bon discours selon vous? D'accord, peut-être une quatrième, s'il vous plaît? Allez, une quatrième, tout à fait. Il est crucial d'éduquer les individus sur les problèmes liés à l'égalité des sexes, les stéréotypes de genre et les biais inconscients. Cela peut se faire à travers des programmes éducatifs dans les écoles et dans les ateliers de sensibilisation. Voilà, c'était plutôt une remarque générale. Et enfin, il y avait un 5e point qui demandait où était consultable le travail qui a été mentionné préalablement et donc il est issu du laboratoire de l'égalité. Et la réponse a été apportée dans le texte. Donc, on peut rester sur les 3 premières questions. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Estelle. Alors, ce que l'on peut faire, je vais poser d'abord la question sur les outils, sur les ressources. Peut-être qu'elle ira à Stéphanie. Ensuite, sur la sensibilisation des femmes et le discours aux femmes, notamment aux jeunes femmes, pour Maëlys, et une meilleure intégration par les hommes à Eric. Est-ce que ça vous va, chers copanélistes? Oui? Alors, Stéphanie, première question sur les outils, sur les ressources documentaires. Comment on trouve des informations? Comment on muscle le discours? Comment on trouve de l'argumentaire? Et comment on s'assure d'avoir un suivi des résultats? Alors, nous, au niveau de l'inclusion des outils, notre objectif chez Andiro, déjà, c'est de construire la première application 100% inclusive, c'est-à-dire avec des briques de conception inclusive, une interface inclusive, un design inclusif, pour montrer à la fois que c'est possible et que c'est utile à tous et qu'on peut construire, qu'on ne puisse plus nous objecter, oui, mais c'est compliqué, etc. Donc, c'est la preuve par l'exemple. On se dit qu'il n'y aura rien de mieux que de prouver que, en fait, tout le monde peut le faire. Sinon, on y arrive, Doctolib peut le faire, par exemple. La deuxième chose, c'est qu'on a créé un manifeste, malheureusement, je dirais, parce que normalement, on ne devrait pas en être là, qui va être présenté à Inclusive Day et à Vivatech, et auquel, entre autres, Connexion a accepté de contribuer sur nos groupes de travail,
pour voir comment construire une tech égalitaire et inclusive, puisque voilà, tout le monde l'a bien compris aujourd'hui, j'espère, mais sans inclusion, on n'aura pas d'égalité. Donc l'idée, c'est à la fois de faire des preuves, par exemple, la création de ce groupe de travail qui a pour objectif d'identifier tous les freins, tous les obstacles et de faire des préconisations, et une charte des bonnes pratiques, qu'elles soient en termes de comportement ou en termes d'usage ou de création d'outils. Donc voilà, nous, c'est les choses qu'on va mettre à disposition avec, au fur et à mesure, alimenter, ça peut être des solutions de chez Microsoft ou peu importe, mais qui seront une ressource à la fois documentaire avec une cartographie des acteurs de l'inclusion, mais aussi d'outils accessibles. Voilà, ça, c'est les 3 choses que nous, on a mis en place concrètement. Très bien, merci beaucoup. Merci infiniment, Stéphanie. Maëlys, s'il vous plaît, sur la sensibilisation des femmes, le discours et l'éducation aux jeunes filles. Alors, attends, allez-y. Ah, peut-être que ça ne fonctionne plus. Alors, vous savez quoi? On va passer à la question d'Éric et comme ça, vous allez régler la question du doigté. Alors, cher Éric, comment on s'assure qu'il y ait une meilleure intégration par les hommes? Et j'ai envie de dire, comment on s'assure que 52% de la population de la planète est mieux intégrée dans le domaine de la tech? Par les hommes, je vais donner un exemple dans l'entreprise, chez Lenovo par exemple, où c'est une activité qui peut être dupliquée dans beaucoup d'entreprises, où depuis quelques années, en tout cas, on a un groupe de travail qui concerne l'élection du manager de la diversité au sein de Lenovo France, et qui est une activité qui a été reprise par Lenovo Europe, où tous les pays maintenant participent. Et c'est une manière, on va dire efficace, de faire participer l'ensemble du management, femmes et hommes, de travailler sur leur politique de diversité et d'inclusion au sein de leur équipe, et de se rendre compte parfois des choses à réaliser ou des choses qui ont été réalisées et qui ont produit des résultats. Ensuite, de le partager avec l'ensemble de l'effectif de l'entreprise en France, et puis de faire une élection en live avec des gens sur place et en remote, pour que l'ensemble des collaborateurs choisissent quel était le meilleur manager au sein de l'ensemble de l'équipe de management concernant les programmes, ou en tout cas la réalisation ou l'obtention de résultats sur la diversité et l'inclusion. Et c'est une manière d'inclure tout le monde, hommes et femmes, et peu importe, en fonction de ce que l'on est dans l'entreprise, et d'avoir un excellent outil de communication au sein de l'entreprise. Et ça fait maintenant, je crois que ça fait 5 ans ou 6 ans que cette élection existe, et les résultats sont toujours extrêmement positifs. Et ça permet aussi, d'un point de vue management et d'un point de vue exécution des programmes, d'essayer de se renouveler tous les ans. Et on est dans une phase aussi de renouvellement pour l'année prochaine. Et puis, ça a permis aussi à la France de rayonner au-delà de la France, parce que l'ensemble des pays européens ont leur élection du manager de la diversité annuelle. Et puis, évidemment, il y a le manager de la diversité européen. Et probablement que ce sera quelque chose qui va être dupliqué dans les autres régions dans le monde. Mais c'est un des exemples qui peut être mis en place en entreprise pour faire en sorte que les hommes participent, mais pas uniquement. Voilà. En effet, merci beaucoup. Alors, je vais peut-être formuler un vœu un peu étrange, mais en tout cas, j'espère qu'à terme, nous n'aurons plus besoin d'avoir ce type de prix. Clairement, oui. Hein, clairement, pour oui. que tout le monde se sente concerné au quotidien. J'en profite pour vous indiquer qu'il y a un questionnaire que vous pouvez remplir, un questionnaire de satisfaction qui est dans la barre du chat. N'hésitez pas à remplir ce questionnaire. Chère Maëlys, c'est à vous sur l'éducation. Ça y est, ça ne bug plus. Je vais citer 3 sites web où vous allez trouver des ressources. Donc, il y a le site web Femmes Numérique.
Et vous allez trouver notamment des vidéos où on voit des lycéennes parler de ce qui les attire dans la tech. Et notamment, ce sont des vidéos qui ont pour titre « Et toi, que veux-tu faire plus tard pour changer le monde ?» Et vous avez également des ressources sur le site web Talent du numérique, talent au pluriel, et de ressources bien sûr sur la page web Numéum, page Nova in Tech, où on recense tous les événements. Et donc, auprès des jeunes filles et de leurs parents et surtout des conseillers d'orientation, des profs, parce qu'on a encore des profs qui disent aux jeunes filles « mais c'est pas pour toi, c'est pour un garçon, c'est pour les garçons ». En fait, je pense qui peut résonner dans le cœur de nos jeunes filles et de nos futures managers, dirigeantes, et pas que d'ailleurs, tout type de collaboratrices, c'est la tech est en train de changer le monde. Donc, on a besoin de toi pour y participer. Et puis, bon, alors ce qu'on peut dire aux parents, c'est qu'il y aura toujours du boulot et qu'il y a une vraie sécurité à minima financière, mais au moins intérêt professionnel. Et puis, la tech, c'est tous les métiers. Émilie nous l'a montré, c'est quelqu'un de très créatif, bac pro photo, graphiste. Ma fille aînée, par exemple, est devenue entrepreneur dans la tech alors qu'elle est à la base graphiste et aussi handicapée. Elle est autiste et elle a monté son entreprise de recrutement de personnes autistes à partir d'une plateforme tech et un système de matching. Donc, en fait, la tech, c'est tous les métiers, tout type de compétences, tout type de passion. On peut faire de sa passion son métier dans la tech. Très bien, merci beaucoup pour ces messages d'espoir. Je retiendrai donc, pour vous paraphraser, que la tech est en train de changer le monde et nous avons besoin de tout le monde pour changer. Merci beaucoup, merci pour qu'il y ait plus de diversité, plus d'inclusion et qu'on puisse parler à tout le monde. Merci infiniment à toutes et tous pour ce webinaire, ce dernier webinaire. Merci aux participants qui ont été très nombreux tout au long de ces 1h15. Merci pour vos interventions, pour vos commentaires qui sont consignés. Vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur la chaîne YouTube de Connexio. N'hésitez pas également à interagir avec les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, sur X, sur Facebook. J'ai adoré, voilà, c'est pas compliqué. Moi, je suis extrêmement friande de ce genre de discussion, puisque en tant qu'élu, lorsqu'on s'engage en politique, c'est pour changer le système. Et c'est pour s'assurer de parler au plus grand nombre. Et je ne doute en aucune manière que la tech s'adressera et continuera à s'adresser à tout le monde. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.